Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver, meilleurs vœux. Allez, si on se faisait un petit débrief de l'année 2022, là, en sortie des boîtiers de toutes les marques, c'est parti. Et ben, on a commencé l'année 2022 avec la sortie du OM, système OM1, qui était un boîtier qui moi en fait m'intéressait pas en tant que tel, c'est-à-dire je n'allais pas l'acheter, hein. Simplement on lui doit d'être le premier boîtier à avoir démocratisé le capteur empilé sur autre chose que du plein format. Et moi, pour moi, ça a été un signal on allait avoir peut-être des capteurs empilés sur de la PSC en 2022. Et la suite, évidemment, vous la connaissez avec le Fuji X-H2S. Bref, donc cette sortie-là, elle s'est accompagnée peu de temps après, toujours dans le monde du micro 4 tiers, de la sortie du Panasonic GH6. Alors le Panasonic GH6, c'est un boîtier à 90% axé sur la vidéo. Maintenant quand même, c'est un boîtier qui est un peu capable en photo. Déjà, il a un viseur. Hein. C'est pour ça que j'en parle, parce que par exemple, je ne parlerai pas de la Sony FX30, qui est dédié entièrement à la vidéo. Là, on a quand même un viseur, on a quand même des capacités photo qui restent correctes. Sauf évidemment que ce soit d'ailleurs en photo ou en vidéo, le GH6, il a toujours, comme on veut, le problème, l'éternel problème de Panasonic, qui est l'autofocus qui ne contient pas de détection de phase et qui est peu fiable dans beaucoup de domaines, que ce soit dans un suivi, un tracking en photo ou alors en vidéo. Bah tiens, là, comme je suis en train de faire par exemple, les utilisateurs de GH6, ils serrent les fesses hein, pour pas que ça fasse des pompages sans arrêt ou carrément des fois qui perdent le focus. Sur comme ça un face cam. Hein. Donc voilà, c'est le problème de ce boîtier, c'est sûr. Maintenant, ces deux boîtiers, ils ont quand même relancé un petit peu le micro 4 tiers qui commençait à être un peu moribond. Hein. C'est-à-dire que là, je pense beaucoup prédisaient avant la sortie de ces deux boîtiers quasiment la mort du micro 4 tiers. Donc on leur doit quand même à Panasonic et à OM System qui a repris Olympus d'avoir au moins fait mentir ceux qui prédisaient leur mort. Et donc du coup je pense que les possesseurs d'optiques micro 4 tiers notamment, puis qui aiment ce format, hein, ils ont dû quand même être satisfaits de la sortie de ces deux boîtiers. Ensuite, alors j'ai pas pris de notes, hein, je le fais là comme ça de mémoire. Il me semble hein, qu'après sont arrivés conjointement à 2-3 semaines d'écart les deux boîtiers qui là pour le coup ont aussi relancé complètement la PSC. Hein. Le Canon R7 donc et le Fuji X-H2S. Ces deux boîtiers, on va dire, étaient très attendu hein, parce que ce soit Fuji qui normalement est le roi de la PSC, le X-T4 ça commençait à faire un petit moment quand même qu'il était sur le marché. On savait aussi qu'au niveau de l'autofocus, alors même si lui il avait quand même bien la détection de phase, il était quand même pas au top non plus, donc on attendait des évolutions hein, clairement de ce côté là. Et chez Canon, on n'avait plus de boîtier APS-C du tout, enfin du tout. Si on avait la gamme M, EOS M, mais enfin c'était pas tout à fait de la gamme, je sais pas comment dire, un boîtier plus sérieux quoi. Voilà. Et donc là le R7 évidemment il est venu corriger ça. Alors, on va commencer par le R7. Le R7, évidemment, ce qui a tout de suite frappé, on va dire, c'est son prix. 1500 € le boîtier nu pour un boîtier qui, au niveau performance, est quand même plutôt dans le haut du panier. Ça relançait complètement déjà l'intérêt de la PSC et Canon, bien sûr, hein, sur ce format-là, bien sûr.
Alors, vite fait, hein, le R7, c'est un boîtier que beaucoup attendaient chez Canon notamment, en remplacement du 7D Mark II qui datait de, je sais plus, genre pratiquement 8 ans ou 9 ans en arrière. Voilà, en tout cas, notamment les photographes animaliers. Et il s'avère que c'est pas tout à fait le remplaçant du 7D Mark II, au niveau construction notamment, hein. Par contre au niveau capacité, oui, hein. Donc un autofocus qui n'est plus, dont la réputation n'est plus à faire, hein. L'autofocus Canon là depuis 2-3 ans, et c'est vraiment le meilleur avec Sony, hein, on le sait très bien. Ensuite, une cadence de 30 images par seconde en obturation électronique et 15 en obturation mécanique, donc c'est quand même pas rien. Alors par contre le capteur est un capteur de génération précédente, c'est-à-dire c'est pas un capteur tout nouveau développé pour le R7, c'est un capteur qui existait justement dans la gamme M, mais aussi dans les réflexes numériques, puisque c'était le capteur du 90D de EOS. Et ce capteur, il apportait l'avantage d'une résolution sympathique, hein, un petit peu plus de 30, hein, je crois, mégapixels. Et par contre, quand il était dans le 90D ou dans le M, je ne sais plus combien, 6 je crois, je sais plus, il avait quand même un petit peu de... Enfin, pas un petit peu, c'est pas ça, c'est que il bruitait quand même assez vite en haute sensibilité, il n'avait pas une dynamique extraordinaire. Ils l'ont un peu amélioré par des algorithmes en le mettant dans le R7 Canon, mais c'est pas la révolution non plus. Donc c'est un capteur qui quand même exige quelques compromis, donc en termes de bruit en haute sensibilité notamment, et aussi en termes de rolling shutter, il n'est pas vraiment dans le haut du panier, même quand on parle des capteurs non empilés, hein. Donc il faut quand même accepter ça, et ça relativise quand même un petit peu l'utilisation de la rafale à 30 images par seconde. Mais malgré tout, le rapport qualité-prix de cet appareil est excellent. Et on n'oublie pas qu'il a été accompagné bien sûr du R10 également, qui lui aussi est d'un rapport qualité-prix redoutable. Il ne vise pas tout à fait les mêmes utilisateurs, mais enfin c'est un boîtier quand même qui bénéficie du même autofocus, c'est-à-dire le meilleur qui existe, qui n'est pas du tout ridicule en rafale, même si c'est un petit peu moins que sur le R7. Il a le même viseur, alors pour le coup là c'est plutôt, ça dessert plutôt le R7 cette histoire, parce que c'est vraiment moi je trouve que maintenant en 2022-2023 on est en dessous du service minimum, hein, avec le viseur du R7 en résolution. Et puis donc pour revenir au R10, il n'a pas de stabilisation du capteur, il n'a qu'une carte mémoire, hein, il me semble, il a une batterie plus petite aussi, enfin il y a quand même pas mal de trucs qui changent, et je ne sais pas si vous l'avez vu en vrai, moi j'ai eu l'occasion, il est minuscule en fait ce R10, c'est impressionnant, hein. Alors ça n'a pas que des avantages, mais enfin celui qui ne veut pas d'un boîtier trop encombrant parce qu'il va mettre que des petites optiques par exemple, ouais, pourquoi pas, hein, surtout à ce prix là. Donc vraiment le retour de Canon dans la PS c'est super. Le problème, vous le connaissez je pense comme moi, chez Canon c'est les objectifs, et là on est en janvier 2023, c'est pas trop rassurant, hein, parce que le R10 et le R7 ils sont sortis de mémoire en mai 2022 accompagnés de 2 objectifs de kit de zoom relativement basiques on va dire, qui eux-mêmes étaient issus de la gamme M, hein. Canon s'est entre guillemets contenté d'adapter la monture pour la monture RF, et on aurait pu penser que du coup ils allaient faire au moins pour commencer ça très vite, c'est-à-dire basculer tous les objectifs de la gamme M en monture RFS. Enfin RF quoi, hein, mais RFS pour ce qui est du boîtier. C'est mal parti, hein, parce que quand même, ça fait combien, 8 mois, ouais. Au bout de 8 mois, toujours rien, hein.
Donc, alors là, quand on creuse un peu les dernières rumeurs assez sérieuses chez Canon, il se pourrait que là, très prochainement, ils sortent le 22 mm f2, qui équivaut donc à un 35 en plein format, donc c'est bien, hein, c'est un objectif polyvalent, même si c'est une focale fixe. Mais enfin, on peut pas se demander, on peut pas s'empêcher de se demander qu'est-ce qu'ils ont attendu pour le sortir, quoi, hein, finalement. Puis il y en a 2-3 autres, hein. Je crois qu'ils avaient je crois que c'est un 15-1-4, un truc comme ça. C'est pareil, qu'est-ce qu'ils attendent pour le sortir? Et puis surtout, ce qui manque, c'est un zoom intermédiaire, hein, genre 24, 28, 70, équivalent, pardon, je veux dire en plein format, hein, genre 10, enfin chez Canon, il ne faut pas parler de 18 quelque chose, hein, si on veut du 24, enfin même pas du 24, même du 28. Il faut parler de 16 plutôt, ou 17 quelque chose, quoi. Ça, moi je mettrais pas ma main à couper qu'ils vont essayer d'en sortir un là, prochainement, hein, parce que visiblement ils ont, enfin peut-être que je m'avance en disant ça, hein, mais moi c'est l'impression que j'ai, ils ont sorti ces boîtiers pour dire coucou, on est toujours là, hein, sur la PSC, ne partez pas tous chez Fuji ou chez Sony, si jamais Sony sortait un boîtier APS-C récent. Mais derrière, ils n'ont pas envie ou la capacité, hein, non plus, parce qu'ils ne peuvent pas être sur tous les fronts à la fois. Pas l'envie, pas la capacité de suivre sur les objectifs APS-C. Alors bien sûr, on peut se rabattre sur la bague d'adaptation et prendre tous les anciens objectifs EF ou Sigma, Tamron, etc. Enfin, c'est pas super satisfaisant, hein. C'est des objectifs qui sont pas du tout optimisés pour les hybrides. Ils sont plus gros déjà, hein, à focale égale, ouverture égale. Puis encore une fois, ils sont pas optimisés. Avec certains, pas les Canon, mais les Sigma ou les Tamron, et en plus il y a l'autofocus des fois a des problèmes sur certains, enfin bref, donc c'est pas idéal du tout. Et puis d'un autre côté, il y a la gamme plein format de Canon au niveau des objectifs, mais alors franchement, oui d'accord, ils ont des petites focales fixes qui sont pas trop grosses et pas trop chères, mais qui sont de construction cheap, hein. Pas de tropicalisation, pas de pare-soleil, du plastique. Bref, même s'ils ne sont pas mauvais, hein, d'un point de vue optique, les mettre sur un boîtier qui, lui, normalement est fait pour justement aller à l'extérieur, faire de l'animalier ou enfin, prendre les éléments atmosphériques pas toujours sympathiques, non, dans ce cas-là, on ne va pas prendre ces objectifs-là. Donc du coup, il reste quoi? Les objectifs L. On va avoir acheté un boîtier APS-C à 1500 € pour mettre des objectifs L qui coûtent des fois le double du prix du boîtier, pour lesquels on va utiliser que la moitié de la surface du verre, quoi, puisque forcément ils ont été prévus pour le plein format. C'est un peu du gâchis, hein, quand même, enfin il me semble. Bref, donc voilà le problème principal du R7, et c'est dommage, parce que sinon, ouais, rapport qualité-prix, super. Ok, donc après, on a eu quoi? On a eu le Fuji X-H2S. Donc. Alors là, je ne vais pas m'étendre parce que vous le savez, c'est mon boîtier, je l'ai choisi, hein, et j'en suis ravi, voilà, pas de souci. Pour moi, alors évidemment, c'est plus cher, hein, qu'un R7, bien sûr, mais donc pour moi, voilà, c'est le plus polyvalent de loin, à son prix en tout cas, des boîtiers du marché, et je reste là-dessus, ouais, il me satisfait pleinement. Donc le X-H2S. Alors ensuite on a eu, toujours chez Fuji finalement, on a eu le X-H2 et pas longtemps après le X-T5. Bon, c'est un peu les mêmes, hein. Pas physiquement bien sûr, sinon ils ont un peu les mêmes caractéristiques avec 2-3 trucs de plus pour le X-H2.
Bon, des bons boîtiers, mais là, rapport qualité-prix, je suis un peu plus sceptique, on va dire, dans la mesure où on descend quand même d'un gros cran en autofocus. En rapidité, hein, on parle bien d'autofocus, sur un suivi, ou bon, même en vidéo, hein, sur un suivi aussi. Ouais, je sais pas. Je trouve que là, on va parler après du tout récent Panasonic S5 II, et à mon avis, là pour le coup, il est plus intéressant, parce qu'il est quasiment au même prix qu'un XH2. Bon bref, on en parle après. Ouais, voilà. Moi, vous le savez, parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, enfin d'autres au pluriel vidéo. C'est pas des boîtiers qui m'attirent spécialement, et les 40 mégapixels, alors par contre, moi ne m'attire pas, je l'ai déjà expliqué, et j'ai expliqué pourquoi. Mais par contre, c'est vrai que là, il faut reconnaître à Fuji qu'ils ont sorti un super capteur 40 mégapixels. Pour le coup, par rapport au capteur du R7, on a encore plus de mégapixels, mais il est meilleur en haute sensibilité, en dynamique. Donc là, oui, là, bravo Fuji pour ce capteur, c'est sûr. Donc voilà pour ces deux boîtiers. Alors, parallèlement à ça, quand même, dans le système Fuji, hein, puisque j'ai parlé quand même de l'écosystème Canon assez longuement, on va parler quand même un petit peu de l'écosystème Fuji. Hein. Donc Fuji a renouvelé quand même ses focales fixes 1.4 notamment, son 56.1.2, mais pas de manière super satisfaisante, en tout cas sur l'autofocus. Mais je dirais heureusement, il y a 1 an et demi, hein, je crois, à peu près, Fuji a ouvert la monture à Sigma et Tamron. Alors Tamron, pour l'instant, il n'y a que 2 objectifs, je crois. Il y a le 18-300 et le 17-70. C'est déjà bien, parce que le 18-300, c'est particulier, mais enfin bon, c'est bien d'en avoir un en monture Fuji finalement. Le 17-70 f2.8, c'est un objectif qui peut intéresser quand même du monde. Alors moi, à titre personnel, j'ai préféré donc le Sigma, là, tout récent, 18-50 f2.8, parce qu'il est vraiment beaucoup plus petit, beaucoup plus compact. Voilà, c'est tout. Peut-être un tout petit peu plus qualitatif aussi, mais le 17-70, c'est pas mauvais. Alors par contre, oui, non, le Fuji, il est meilleur en autofocus, ça c'est sûr, parce que j'ai vu des tests avec le 17-70, et là, Tamron, des fois, ils sont un peu durs à suivre. C'est-à-dire que dans le 18-300, par exemple, il y a les bons moteurs autofocus qui s'appellent les VXD chez Tamron. Donc là, ça marche très bien. Et dans le 1770, c'est le RXD, c'est-à-dire le moteur plus simple et moins rapide. Et ça se connaît sur un suivi rapide d'autofocus. Chez Sigma, ils font pas de différence, hein, et le 1850 a un très bon autofocus. Voilà. Donc du coup, pour les objectifs, c'est sûr que l'ouverture à Sigma et Tamron a fait du bien. Alors moi, vous le savez, hein, je possède plusieurs objectifs Sigma, et je pense qu'on n'a pas fini d'en voir quelques-uns sortir, en complément de Fuji, qui, je pense, va aussi renouveler certains autres objectifs de sa gamme. Donc je pense que c'est finalement un système vivant, hein, donc c'est bien. Donc voilà pour ces sorties spécifiquement chez Fuji. Et on a donc finalement terminé l'année avec 2 boîtiers plein format, un qui est vraiment haut de gamme, hein, le Sony A7R5, rien que par son prix, et le fameux Canon 6D Mark II, qui est un excellent boîtier, hein, a priori. Voilà, donc le Sony. Une belle évolution de la 7R4, hein, qui était attendue, hein, c'est sûr. Un capteur inchangé, mais des algorithmes de traitement qui eux ont changé et qui le rendent
vraiment super, hein. Alors là, 61 mégapixels avec une montée ISO excellente, une dynamique excellente. Bon, il faut pouvoir se le payer, c'est sûr, et en avoir l'usage aussi, surtout. Un autofocus plus évolué que celui de l'A7 IV, par exemple, notamment au niveau des différentes détections. En revanche, pas d'évolution de la vitesse de lecture du capteur, qui est le principal souci de Sony, hein. Je le dis, je le répète, je crois à chaque vidéo. L'A7R5 est un appareil qui est toujours bloqué à 10 photos par seconde en obturateur électronique, hein. Donc voilà, chez Sony, ça, pour l'instant, ça n'évolue pas. Donc beaucoup de rolling shutter, hein, ça veut dire forcément beaucoup de banding. Une utilisation en photo quasi exclusive en obturateur mécanique, même si c'est pas forcément un inconvénient, des fois ça peut quand même l'être, hein, quand il faut être discret notamment. Bref, mais ça reste quand même un beau boîtier, hein. Et puis l'idée de génie avec cet écran, hein, surtout, alors voilà, ça c'est sûr que, bon, on va peut-être pas acheter cet appareil juste pour ça, mais c'est quand même super. Cet écran qui peut être orientable haut et bas dans l'axe de l'optique et est aussi sur rotule et pouvoir être retourné pour se filmer. Enfin, ça c'est vraiment une idée de génie, surtout qu'il n'est pas non plus trop volumineux, c'est-à-dire que je crois que sur le GH6 ils ont mis un truc qui ressemble, qui est un peu moins évolué, mais du coup c'est gros, et d'ailleurs le GH6 c'est un boîtier qui pèse plus lourd que les boîtiers plein format là, dont je parle, ou que le XH2S là, donc c'est dire. Bref, donc pour revenir au A7R5, voilà, super boîtier, mais bon, ouais, 4500 €. Alors heureusement derrière il y a le système optique, le parc optique évidemment de la monture Sony, qui permet de diminuer un peu le coût, parce qu'autant là par exemple, alors évidemment c'est pas du tout le même usage, mais c'est juste pour faire un exemple. On prend un Canon R6 II là, dont je vais parler juste après, et on le couple avec des objectifs de la série L, parce qu'en gros on n'a pas le choix, et on prend un A7R5 et on le couple avec des très bons objectifs de la gamme Sigma Art, qui encaissent sans problème les 61 mégapixels, hein, évidemment. Alors il faudrait faire le calcul final, mais à la fin je suis pas sûr qu'on soit plus cher avec Sony, quoi. Alors que le boîtier à la base est beaucoup plus cher. Voilà, c'est juste pour dire. Après, c'est deux boîtiers qui n'ont pas les mêmes usages, évidemment. Donc le R6 II, alors belle évolution du R6, hein, parce que le R6 c'est un boîtier qui s'est super bien vendu, hein, c'est sûr, mais quand même, les bridages qu'il avait, notamment en vidéo, hein, qui étaient assez incompréhensibles, bon là ils ont vraiment corrigé le tir sur la version 2. Il a la 4K 60 sans aucun crop, hein, donc c'est quand même pas mal. Et puis bon, bah, ça reste quand même un plein format de Canon, hein, voilà. L'autofocus est au top. Bon, donc c'est un boîtier qui est assez cher quand même, hein, bien sûr. Bon, c'est un peu logique, hein, vu ses caractéristiques. Voilà, et puis eh bien on va forcément mentionner, même s'il est sorti le 4 janvier 2023, on va quand même bien sûr mentionner le Panasonic S5 II, qui à mon avis finalement est intéressant, hein. C'est-à-dire que jusque-là, moi je faisais partie comme beaucoup de gens qui regardaient Panasonic d'assez loin, puisque il y a un moment, les boîtiers modernes, on compte sur leur autofocus quand même, hein, dans beaucoup de circonstances. Et chez Panasonic, on savait qu'on ne pouvait pas trop faire confiance à cet autofocus. Alors ça semble être changé, c'est pas encore la révolution complète, mais enfin c'est une grosse évolution, ça c'est sûr, hein, d'après toutes les reviews qu'il y a eu là d'un seul coup, parce que je ne sais pas si vous avez suivi, mais tous les youtubeurs connus des différents pays ont été carrément invités à Tokyo par Panasonic pendant une semaine, et ils ont même pu repartir avec le boîtier et des objectifs
pour continuer le test. Alors là, chapeau quand même, hein. Si les autres marques pouvaient en prendre de la graine, franchement, super. Et donc du coup, c'est vrai que on a plein de reviews de Tokyo, du coup, c'est assez marrant. C'est un peu des fois les mêmes images d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, on a plusieurs avis. Et c'est vrai que lui, rapport qualité-prix, je le mettrais un peu dans la même catégorie que le Canon R7. C'est-à-dire que, alors là on est en plein format hein, par contre, mais à 2200 € le boîtier, c'est quand même pas mal. Hein. Franchement, il n'est pas trop bridé quand même de partout. Hein. En photo, bon, il va déjà au 8 millième de seconde. Ils lui ont mis un viseur, cette fois-ci 3,6 mégapixels, donc ça va, hein, c'est le standard un peu dans la catégorie. Il a une rafale mécanique, pas top, mais bon, c'est 7, avec la F continue, c'est 7 photos par seconde. Bon, alors c'est sûr que ça paraît un peu short aujourd'hui, mais bon, par contre en électronique, 30 hein, images par seconde. Alors là, chapeau hein, quand même, sur un full frame à 2200 €, c'est quand même bien. Hein. Alors après, bon, par contre, c'est sûr qu'il faudra faire attention un petit peu au rolling shutter. Il ne se classe pas dans les plus mauvais élèves hein, en termes de rolling shutter, c'est-à-dire que autant sur un Sony A7 IV ou un A7R5, la rafale en obturateur électronique est clairement inutilisable dès que vous avez un sujet qui évolue sur les côtés. Hein. En termes de rolling shutter, autant sur ce boîtier là, ça a l'air quand même de passer. Il faut peut-être pas des sujets extrêmes, mais enfin, ça a l'air de passer. Comme pour l'autofocus d'ailleurs, il y a des gros progrès, mais il ne faut pas non plus que ça aille trop vite, hein, visiblement. Enfin, pour qui ne fait pas de la photo de sport régulièrement et qui ne veut pas screener, ben, là, ils ont sorti un beau boîtier Panasonic. Et l'écosystème Panasonic, alors, au niveau optique? Eh bien, au niveau des optiques Panasonic, on a des focales fixes 1.8 qui sont pas trop chères. Donc c'est bien, parce que le 1.8 sur le plein format, c'est bien. Alors par contre, c'est des 1.8 du plein format. Hein, donc là, je ne vais pas redire tout ce que j'ai déjà expliqué moi, mais en termes de volume, quoi, c'est gros. Hein, ça n'a rien à voir avec des objectifs, des petites focales fixes APS-C à 1.4. Et pour le coup, on peut comparer, hein, parce que là, en termes de profondeur de champ, hein, le 1.4 de l'APS-C, c'est la même chose que le 1.8 du plein format. Hein. Donc ouais, non, c'est sûr que ça reste assez volumineux, mais c'est pas trop cher. Donc c'est bien. Après, au niveau des zooms, je crois pas qu'ils aient de zoom intermédiaire, genre 24-70 ou 28-70, qui soit pas trop cher, quoi. Hein. C'est tout de suite le gros bousin professionnel qui pèse je sais plus combien et qui coûte je sais plus combien. Mais Panasonic évidemment fait partie de l'alliance avec Leica, elle, qui donc bénéficie des objectifs Sigma. Et là ça change tout. C'est-à-dire que par rapport à Canon par exemple, là c'est plus intéressant parce que la gamme hybride de Sigma en plein format, elle est vraiment impressionnante. Hein. Donc là, c'est un avantage évident. Hein. Alors après, il y a un truc à surveiller que j'ai vu dans certains commentaires, là, pour le coup, de possesseurs de S5 Mark I. Et plusieurs hein, ont ramené des problèmes d'autofocus avec les objectifs Sigma sur le S5 Mark I. Donc là par contre c'est sûr que c'est à surveiller et forcément du coup ça relativise un peu ce que je viens de dire, à part si Sigma et Panasonic règlent le problème avec le Mark II. Hein. Voilà. Donc voilà, maintenant on va voir un peu ce que nous réserve 2023, hein, en tout cas sur le marché des hybrides photo-vidéo. Voilà, j'espère que ce petit bilan vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, comme d'habitude. Je m'excuse pour ma voix
enroué, hein, voilà, cette saison. Et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.